Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du Popcast. Dans ce nouveau format, nous allons vous présenter les sorties musicales, cinématographiques du mois, accompagnées de nos avis. Et nous allons également aborder des polémiques de l'actualité du monde de l'audiovisuel. Dans ce premier épisode, nous allons vous parler des films Les enfants vont bien du réalisateur Nathan Ambrosoni, ainsi que Bugonia du réalisateur Yorgos Lanthimos, et de la série Monument Stranger Things par les réalisateurs les Duffer Brothers. En musique, nous allons vous parler du nouveau titre Such a Funny Way de Sabrina Carpenter. Et enfin, nous vous ferons découvrir une artiste que vous ne connaissez sûrement pas, Fiona Fiasco. Nous aborderons ensuite le sujet du rachat de Warner Bros par Netflix et celui de la retranscription des Oscars sur YouTube. Et nous finirons par vous faire un rapide résumé des programmations des festivals de cet été en France. Nous espérons que le podcast vous plaira et on vous souhaite une bonne écoute. Le 3 décembre dernier, Nathan Ambrosoni a sorti son 3e long métrage, Les enfants vont bien, avec notamment Camille Cotin, Juliette Armanet et Monia Choukri en tête d'affiche. Ce film raconte l'histoire de Jeanne qui va du jour au lendemain devoir s'occuper des enfants de sa sœur Suzanne car elle a disparu. Cette disparition elle est mystérieuse mais pas comme on le croit puisqu'en fait c'est une disparition volontaire de la part de Suzanne. Elle a décidé elle-même de partir. On va voir à quel point une décision qui n'est parfois pas la nôtre va finalement avoir un réel impact sur notre vie. Nous sommes allés voir le film ensemble à une séance spéciale présentée par Nathan Ambrosoni et Camille Cotin et on a absolument adoré le film. Il est très touchant, très bien écrit, très bien réalisé, etc. Les dialogues font vraiment très naturels et pourtant ils sont très très beaux. Nous avons eu la chance d'échanger avec Nathan. Nous lui avons demandé un conseil pour toutes les jeunes personnes qui rêveraient d'être réalisateurs. Et voilà sa réponse. Ce serait de faire des films, quoi qu'il arrive. Moi, je crois vraiment au court-métrage. Je crois pas qu'il y a de petits films ou qu'il y a des films moins importants que d'autres. Je pense que tout est important et tout ce qu'on réalise. Faire des films avec ses potes, faire des films coûte que coûte, faire des courts-métrages, c'est comme ça qu'on apprend. Et moi, je dirais faire des courts-métrages à fond et le plus possible. Donc voilà, il est un peu tard pour aller voir le film au cinéma, mais en tout cas, n'hésitez pas à voir les précédents films du réalisateur, qui sont tous aussi bien. Et lorsqu'il sera en streaming, n'hésitez pas à aller le voir. Un autre film qui est encore au cinéma actuellement, mais qui est un petit peu plus ancien, c'est le film Bugonia, réalisé par Yorgos Lanthimos. Il trace l'histoire de deux complotistes qui veulent démasquer une directrice d'une grande entreprise aux États-Unis qu'ils pensent être une alien, la reine des aliens, et ainsi ils vont la kidnapper pour essayer de percer finalement son mystère. Il est assez spécial, je trouve qu'il est vraiment dans la même énergie que tous les films de Yorgos Lanthimos. Ils ont toujours à la fois une part de dystopie mêlée au réel, puisque ici ils nous démontrent la théorie du complot, à quel point on peut très vite se faire manipuler, que ce soit par la société en fait, puisque les deux hommes sont en colère, puisqu'ils pensent que cette directrice a pour but d'exterminer la planète. Et en fait, c'est un petit peu une métaphore avec l'écologie, puisque les deux sont apiculteurs. Et ainsi, pour eux, la biodiversité, c'est hyper important. Yorgos Lanthimos, il dénonce vachement ça dans ce film. Donc vraiment, alors il est un petit peu spécial, il y a pas mal de violence, mais je trouve que c'est pas la violence gratuite, la violence elle est bien amenée, donc vraiment je vous le conseille. En parlant de choses spéciales, Jeanne, ça me fait penser au fait que la saison 5 de Stranger Things est enfin sortie. Après 10 ans d'attente, on a enfin pu voir la fin de cette série Monument. Et franchement, moi je vais être un peu dure, mais j'ai été extrêmement déçue. Après, je pense que l'attente faisait qu'on espérait vraiment quelque chose de hyper intéressant, hyper puissant. Mais la première partie, sincèrement, je l'ai beaucoup aimée. Je trouvais que vraiment on s'ennuyait pas, il y avait de l'action et tout ça. Mais il y avait tellement d'action qu'au final, ça a fait que la deuxième partie et la dernière ont été totalement décevantes, puisqu'il n'y avait rien, on savait déjà tout ce qui allait se passer. La scène, attention spoilers, mais la scène finale du combat, elle a été hyper courte, on savait très bien qu'ils allaient réussir à tuer Vecna. Voilà, il y a eu une mort un petit peu triste, mais sinon il n'y a eu aucun mort. Depuis le début, on dirait qu'il crée un nouveau personnage pour finalement le tuer dans la saison, et là du coup, moi je m'attendais vraiment à des morts, finalement il n'y en a pas eu tout eu. Moi je pensais pas que Derek finirait la saison, je pensais qu'il allait mourir. Il venait d'être introduit, et c'est un peu leur tradition, effectivement, comme tu le dis, de introduire quelqu'un pour le tuer 2 épisodes plus tard, donc vraiment Derek, je le voyais vraiment mourir. Ouais, au final non. Vu que c'est un enfant, je pense qu'il voulait pas choquer, quoi. Ouais, c'est ça, mais en vrai, c'est même pas grave qu'il n'y ait pas de mort, mais c'est juste que la scène avec Jonathan et Nancy, enfin, je veux dire, ils étaient vraiment voués à mourir, et comme par hasard, finalement, en fait, ça durcit. Oui. Genre, du coup, après ça, moi, j'étais en mode, c'est bon, ils veulent juste tuer personne. J'ai vu en ligne quelqu'un qui disait que symboliquement, c'était pour montrer que le fait de dire la vérité, ça régularise les choses, mais qu'en réalité, scientifiquement, ça voulait juste dire que ça s'était stabilisé la matière et le grand vortex sur lequel ils avaient tiré avant. Donc ça s'explique, mais effectivement, c'était un peu long, et puis c'est pas le moment, quoi. C'est ni le moment, ni je trouve la série adéquate pour faire ça, mais bon, c'était pour ajouter un côté humain, je suppose. En fait, si ça avait été que ça, mais il y a eu trop de choses dérangeantes, entre guillemets. Et concrètement, la saison est assez mal écrite et il y a beaucoup de trous dans l'histoire, il y a des choses qui ont jamais été conclues,
qui n'ont jamais été expliquées. Et au final, on se pose beaucoup de questions. Les Duffer Brothers avaient annoncé la saison comme la saison qui allait vraiment mettre une fin à tous les débats, tout machin, et puis rien. Et puis toute la scène du coming out, normalement c'est quelque chose qui est assez émouvant dans les films et tout, que vraiment qui me touche toujours, et là pour le coup ça m'a pas vraiment bougé, j'étais un peu déçue, et s'ils en ont fait quelque chose de vraiment énorme. Genre dans les années 80 c'était quand même tabou je suppose, et oui. il le dit ouvertement devant 10 personnes, enfin c'était chouette, oui. mais au final ouais c'était pas réaliste en fait. La saison était tellement mal écrite que beaucoup de fans en ligne ont cru à une manipulation de Vecna sur les spectateurs et qu'en fait il y allait avoir un 9e et dernier épisode où on allait se rendre compte que Mike avait été Vecnaïfié et qu'en fait on était tous manipulés et que c'est pour ça qu'on ne comprenait rien à ce qui se passait. Voilà, donc quand on écrit une série où en fait les fans imaginent une autre fin, vont jusqu'à inventer des théories pour expliquer les problèmes de narration dans ta saison, je pense qu'il faut un peu s'inquiéter. Mais surtout qu'il y a eu tellement de personnes qui se sont connectées à Netflix que ça a fait cracher le J'ai site. vu. Ça veut dire que les gens y croyaient vraiment à ce dernier épisode. J'espère que vos réveillons se sont bien passés. En tout cas, le mien s'est très bien passé puisque le 24 décembre, Sabrina Carpenter a sorti un nouveau titre, Such a Funny Way. Bonus track issu de son album Man's Best Friend sorti cet été. Ce titre rappelle le thème de l'album dont il provient puisque c'est un titre ironique qui se moque des hommes et plus particulièrement des excuses que ces derniers sortent quand ils sont en couple ou en tout cas les excuses que Sabrina a pu elle-même recevoir. L'artiste se moque de la manière dont ils ont pu la prendre pour une idiote, ce dont elle a conscience et se juge elle-même pour cette raison. En effet, elle dit « Et quelle étrange coïncidence, ta grand-mère est morte encore et encore. » Ou encore « C'est drôle comme je fais toujours la même chose. » Tellement drôle qu'il faut que j'en rigole juste pour que je n'en pleure pas. Pour rappel, l'album avait fait particulièrement polémique cet été, surtout autour de la cover de l'album, sur laquelle on peut voir la chanteuse à 4 pattes qui se fait tirer les cheveux par ce qu'on devine être un homme, mais qui est à moitié hors cadre. Elle avait été accusée d'antiféminisme, de sexualiser les femmes, et dans un monde où l'extrême droite et ses idées font resurface, ça n'a pas été très bien réceptionné par le public. En réalité, c'était un titre et un album provocateur. Man's Best Friend fait référence au proverbe selon lequel le chien est le meilleur ami de l'homme. C'est de l'autodérision, elle s'est servi des critiques qui lui ont été adressées ces dernières années dans le monde de la musique pour en faire sa marque et son identité à travers cet album. On retrouve notamment le premier single Man-Child dans lequel elle critique l'immaturité des hommes. Contrairement à ce que le public en a premièrement pensé, ce n'est pas un album qui met les hommes sur un piédestal, mais au contraire c'est un album qui descend complètement les hommes et s'en moque totalement. Si vous n'avez pas écouté le titre, je vous le conseille et je vous conseille encore plus d'aller écouter l'album. Avec Charlotte, nous avons eu la chance d'assister au concert d'une artiste suisse au style indie pop prénommée Fiona Fiasco. Grâce à ce concert, nous avons découvert tout son univers, ses albums et notamment un titre qui nous a tout particulièrement plu, Stacy, qui est sorti très récemment. On a pu échanger avec elle et lui poser quelques questions, notamment concernant son rapport avec la musique, et sa réponse va sûrement vous surprendre. I think I like listening to music sometimes more than even playing. Like just now listening to Soft Love was like such a nice memory. Yeah, I think like these memories of like listening to bands that you really love. Allô? On me dit à l'oreillette que c'est l'instant polémique, mais Charlotte, oui, il se passe quoi en ce moment au niveau du cinéma? Il s'en passe des choses. Vous n'avez pas pu louper l'actualité de Netflix qui allait racheter les studios de Warner Bros. Pour un budget de 84 milliards de dollars. C'était un assez gros dossier puisqu'ils étaient également en concurrence avec le studio Paramount, qui était notamment très porté par Donald Trump. Aux dernières nouvelles, le contrat n'a pas encore été signé, mais ce n'est pas anodin ce qui se passe. Ça pose un réel souci pour l'avenir des salles de cinéma, puisque si maintenant tous les films de Warner sortent directement sur Netflix, alors il n'y a plus d'intérêt de sortir de chez soi et ainsi on peut consommer à la maison ou ne pas vivre l'expérience qui est la salle de cinéma, qui est une expérience assez spéciale, et en plus d'aller au cinéma ça permet de financer les films, donc on se demande vraiment est-ce que les films vont pouvoir toujours être financés ou alors est-ce que ça va être simplement les films produits par Netflix, donc des films avec un gros budget mais qui finalement sont toujours des blockbusters, et les films un petit peu plus indépendants, un peu d'auteur, du coup n'auront plus de budget en fait. En effet, selon le Centre national du cinéma et de l'image animée, en 2025, la France affiche 156,79 millions d'entrées dans les salles de cinéma, ce qui est en recul de 13,6% par rapport à l'année 2024, marquée par une très forte croissance. Alors avec ce potentiel rachat des studios Warner Bros, on ne peut que imaginer que cette donnée diminuera de plus en plus. En parlant de l'avenir des salles de cinéma et leur prestige qui leur est attribué depuis l'invention du cinéma, on perd aussi un prestige concernant la cérémonie des Oscars. En effet, à partir de 2029 jusqu'à 2033, la cérémonie des Oscars diffusée initialement sur ABC, donc la chaîne qui appartient à Disney,
va être en exclusivité sur YouTube gratuitement, car en fait depuis 10 ans on remarque une chute des audiences drastique, puisqu'il y a 10 ans il y avait environ 40 millions de spectateurs, alors que maintenant il y en a que entre guillemets 20 millions. Ça pose un réel débat, puisque d'un côté on peut se dire que c'est gratifiant pour le cinéma, puisque maintenant tout le monde pourra le voir sans souci. Le problème étant que, encore une fois, on alimente le streaming, on alimente la facilité, et comme a dit Charlotte, on perd un peu le prestige, puisque maintenant ça appartient plus à Disney qui était quand même un studio de cinéma, mais YouTube qui appartient à Google. On perd donc la tradition et le prestige de cette cérémonie au profit des entreprises de la Silicon Valley qui sont à la recherche uniquement de chiffres d'affaires. C'est un peu à double tranchant, parce que d'un côté c'est cool parce qu'au moins ça permet de un peu démocratiser le cinéma, mais du coup bon. Et puis si vous êtes fan de musique et que chaque année vous n'attendez qu'une seule chose, c'est l'été pour aller au plus de festivals possible, on va vous parler des programmations qui ont été annoncées ces derniers mois. Tout d'abord, le festival Wheel of Green, qui se déroulera le premier week-end de juin, annonce une setlist bien remplie. On pourra à la fois découvrir le groupe Gorillaz, mais également l'artiste phare de cette année 2025, Theodora, Boss Lady, mais également des artistes un peu plus underground comme Mac DeMarco ou la nouvelle chanteuse pop Addison Rae. Vous me retrouvez bien sûr le 6 juin dans le public de la Boss Lady. Et puis dernièrement, si vous êtes fan de pop et que vous n'en pouvez plus de cet hiver froid et que vous voulez un été sans fin, eh bien vous pourrez retrouver ça au Solidays cet été pour découvrir ou redécouvrir l'artiste suédoise Zara Larsson qui nous chante que l'été n'est toujours pas fini. En effet, il ne fera que commencer, ainsi que les rappeurs Big Flo et Oli. Si vous l'avez raté l'année dernière, Gims qui revient enflammer la scène des Solidays. Et enfin, Orelsan avec son nouvel album sorti en novembre dernier. Et si l'album Destiné d'Aya Nakamura vous a convaincu, alors vous allez pouvoir la voir sans souci au Rose Festival à Toulouse le dernier week-end d'août. Elle ne sera pas la seule grande artiste présente, puisqu'il y aura également un des DJ les plus influents du monde, DJ Snake, ainsi que Mac Lemore et enfin le rappeur Jossman. Si vous êtes plutôt rock et pop, bien sûr, ne ratez pas Rock en scène, avec Tyler the Creator en tête d'affiche le mercredi, ou encore Nick Cave and the Bad Seeds le vendredi, Deftones le samedi, et bien sûr The Cure le dimanche pour ceux qui ont eu de la chance d'avoir leur billet, car c'est déjà sold out. Merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode de Popcast, on espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager ou à en parler à vos proches, et on se retrouve le mois prochain pour les recos de janvier.